Bonsoir à tous. Église du Monde porte son attention cette semaine sur la République démocratique du Congo, sous haute tension, vous le savez, depuis de nombreuses semaines. Ce pays de la région des Grands Lacs qui fait face à cette crise politique depuis un an environ, décembre 2016, avec la fin du mandat de Joseph Kabila qui se maintient au pouvoir. Alors, cet immense pays de 80 millions d'habitants compte autour de 45% de fidèles catholiques. Le 31 décembre et 21 janvier dernier, des marches pacifiques organisées à Kinshasa par des laïcs catholiques avec le soutien moral des évêques congolais pour réclamer le départ du dirigeant ont été réprimés dans le sang, faisant 13 morts et des dizaines de blessés, sans compter les arrestations arbitraires, les interrogatoires de laïcs, de prêtres ou encore de religieuses. Une situation qui n'a en tout cas pas mis fin à la détermination des Congolais qui entendent poursuivre leur mobilisation, et ce, malgré les risques qu'ils encourent. Alors, dans d'autres régions du pays, comme l'Est ou le Centre, eh bien, il y a des conflits qui ne sont pas nouveaux. On les suit ici depuis plusieurs années. Ces conflits-là, ils se poursuivent. Alors, en quoi est-ce qu'ils sont attisés par cette incertitude politique face à la crise qui s'amplifie? Eh bien, ce dimanche, lors de l'Angélus, le pape François a annoncé une journée de prière et de jeûne pour la paix. Elle aura lieu le 23 février et sera offerte en particulier pour les populations de la RDC et du Soudan du Sud. Quelle issue donc de crise possible, par quels moyens? Décryptage sur ces questions avec notre invité Boniface Musavuli. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie Dvaski. Alors, vous êtes congolais, analyste politique et militant des droits de l'homme, membre de la plateforme Desk Vondo qui est spécialisée dans l'analyse des questions militaires et géopolitiques au Congo et dans la région des Grands Lacs. Vous avez reçu déjà ici sur ce plateau, il y a un peu moins de 2 ans, vous étiez venu nous décrypter les conflits qui secouent l'Est du pays. Un rappel bref, la RDC, qui est un pays traumatisé par des années de conflits armés pour exploiter ses richesses, des conflits qui ont fait environ 6 millions de victimes. 6 millions de morts. Ça nous paraît inimaginable. Et puis aujourd'hui, donc depuis un an, eh bien, il y a cette crise politique. On a l'impression finalement que la RDC enchaîne les crises. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce qu'elle est dans un cercle de crise permanent? Oui, c'est l'impression que les dirigeants actuels donnent, parce que finalement c'est une crise qui a été créée de toutes pièces. C'est une crise qui a été créée de toutes pièces par le régime de Joseph Kabila et ses fidèles. Il y a une constitution qui prévoit qu'un président exerce un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Il a fait les 2 mandats, mais il ne veut pas partir. Et ça provoque naturellement une crise à travers le pays. On va venir à ce qui se passe là, depuis ces dernières semaines, avec un soutien particulier, on l'a vu, de l'Église qui est en première ligne, avec l'organisation de 2 marches qui se sont déroulées le 31 décembre et le 21 janvier, des marches qui ont été réprimées dans le sang par les forces de l'ordre. On le voit bien, en fait, la RDC, c'est quand même un des pays d'Afrique où la voix de l'Église semble parmi les plus fortes sur le terrain politique. Comment ça s'explique? Comment vous voyez ça? L'Église catholique joue un rôle très important dans la société congolaise. Et ça depuis maintenant plus d'1 siècle. Elle est présente dans l'éducation, elle est présente dans le social. Mais comme pour la plupart du temps pour l'Église. Oui, c'est un acteur important de la vie sociale, la vie communautaire des Congolais au quotidien. Mais dans la situation de crise actuelle, l'Église catholique a été amenée à entrer dans le jeu politique. Bien sûr.
par le président Kabila lui-même. Donc, en décembre 2016, Kabila, il a fini son mandat, mais il n'a pas organisé les élections. Il y a des appels à la révolte qui se multiplient à travers le pays, et il approche les évêques, il leur demande de parrainer des négociations avec l'opposition. Les évêques acceptent. Ils parrainent les négociations. Ces négociations aboutissent à un accord qui viole carrément la Constitution. L'accord de la Saint-Sylvestre. L'accord de la Saint-Sylvestre qui avait été signé le 31 décembre 2016. Que dit cet accord? Cet accord permet au président Kabila de rester au pouvoir pendant 1 an. En échange, le gouvernement sera dirigé par une personnalité désignée par l'opposition. Les prisonniers politiques doivent être libérés et les opposants qui sont en exil doivent retourner au Congo sans être inquiétés. La Commission nationale électorale doit également être recomposée parce que dans sa composition actuelle, elle ne garantit pas la crédibilité des élections. Cet accord est signé donc le 31 décembre 2016, mais par la suite, la majorité présidentielle viole complètement cet accord. On arrive en décembre 2017, les élections ne sont toujours pas organisées. Le gouvernement qui avait été mis en place, c'était un gouvernement qui ne répondait pas aux exigences de cet accord. Et donc l'Église catholique se sent un peu trahie, bafouée, humiliée, utilisée pour servir la ruse du maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Et donc c'est ce sentiment-là d'avoir été humilié, utilisé, qui amène l'Église catholique à demander à la population de s'approprier ses droits, le droit de manifester, le droit d'exiger les élections. C'est un droit qui est constitutionnel. Et donc, l'Église catholique ne fait que remettre à la population les droits qui lui sont garantis par la loi. Et pour autant, il y a eu cette répression terrible, avec des personnes qui n'étaient pas armées, les manifestants. Qu'est-ce que craint le pouvoir face à cette mobilisation de l'Église? Oui. En quoi est-ce que l'Église dérange? Et quelle est sa menace? Bon, c'est vrai que l'Église catholique au Congo bénéficie d'une grande crédibilité. Contrairement aux organisations politiques, l'Église ne cherche pas à accéder au pouvoir. Donc, quand les prêtres appellent à manifester, ils ne cherchent pas à devenir ministres. Et donc, ça leur donne de la crédibilité. Mais alors, pourquoi cette répression, alors? Non, la répression au Congo, d'abord, est une pratique qui est permanente. Au Congo, chaque fois qu'il y a des manifestations, si vous apprenez qu'il va y avoir des manifestations au Congo, suivez seulement les images. À la fin de la journée, c'est des dizaines de cadavres, c'est des centaines de blessés. Ça se passe toujours comme ça au Congo. Chaque fois qu'il y a manifestation, la police tire dans le tas, l'armée tire dans le tas. Ça se termine toujours dans des bains de sang. Ce sont des pratiques absolument barbares, mais auxquelles le monde entier a presque fini par s'habituer de la part de ces régimes-là. Et c'est parmi les choses qui énervent les Congolais. Ils veulent absolument mettre fin à cette culture de la mort qui consiste à tuer comme ça les gens de façon habituelle, des gens qui manifestent pacifiquement. Et donc la répression du 31 décembre et du 21 janvier s'inscrit dans cette continuité, dans cette même logique, mais elle est plus grave parce que le régime est pratiquement dos au mur. Kabila ne peut ni se présenter aux prochaines élections, la Constitution le lui interdit. Il ne peut pas non plus modifier la Constitution parce que les articles qui ont un lien avec la durée et le nombre de mandats du président de la République sont des articles dits verrouillés. Ils ne peuvent pas être modifiés. Et donc, pour rester au pouvoir, il est obligé d'utiliser la force, la répression. Toujours plus de répression pour terroriser la population, mais c'est une situation qui ne peut pas durer. Je le disais, l'Église, elle est assez exposée. Il y a d'ailleurs eu un enlèvement de prêtres pendant quelques heures ces jours-ci, samedi dernier. Une messe doit aussi être célébrée pour les victimes du 21 janvier. Pour l'heure, on ne sait pas quel sera le jour de cette célébration. On a le sentiment que finalement, les Congolais n'ont plus rien à perdre. Oui, les Congolais n'ont plus rien à perdre. Ils se battent parce que
ils n'attendent plus rien de ce régime. D'abord, c'est un régime qui est fini. Ensuite, la répression, il faut quand même qu'on fasse attention à cette répression qui a franchi un cap. Parce qu'on est arrivé au point de tirer carrément sur une sœur qui a été tuée sur le perron d'une église. La police est allée jusqu'à jeter des gaz, des grenades lacrymogènes à l'intérieur même de l'église, pendant la messe. Il y a des messes qui ont été arrêtées. Ça, c'est du jamais vu. Des prêtres ont été enlevés, frappés, humiliés. Il y a un prêtre qui a été déshabillé devant ses fidèles. Nous avons atteint un niveau de répression et de barbarie qui... inédit, en tout cas au Congo, en tout cas pour ce qui concerne le clergé. On n'a jamais maltraité les prêtres de cette façon-là. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était peut-être à l'époque de la guerre de Pierre Moulélé dans les années 60, où on a agressé les prêtres de cette façon tout à fait brutale. Mais ça, c'est en train de se refaire maintenant. Et ça change quand même quelque chose. Même si c'est un régime qui est habitué à réprimer les gens, mais l'Église catholique bénéficiait d'une certaine protection. C'est plus le cas aujourd'hui. Non, c'est plus le cas aujourd'hui. Les policiers rentrent dans les couvents, ils enlèvent les prêtres, comme ça. Et ils les amènent, et ils vont les cacher, et puis ils les relâchent s'ils veulent. C'est incroyable. L'Église devient une cible. L'Église est devenue une cible politique, et une cible même militaire, quoi. Alors, c'est aussi une mobilisation qui aura lieu hors de RDC avec cette marche organisée par l'aumônerie catholique congolaise à Rome le 11 février prochain. Je le disais, la situation en RDC, eh bien, elle reste au cœur des inquiétudes du pape. Comme il l'avait fait pour la Syrie en septembre 2013, le Saint-Père a annoncé ce dimanche, à la fin de la prière de l'Angélus, une journée de prière et de jeûne pour la paix. Elle aura lieu le 23 février et sera offerte en particulier pour les populations de la RDC et du Soudan du Sud. On écoute un extrait des propos du pape. Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti del mondo, invito tutti i fedeli a una speciale giornata di preghiera e digiuno per la pace il 23 febbraio prossimo, venerdì della prima settimana di Quaresima. La offriremo in particolare per le popolazioni della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan. Come in altre occasioni simili, invito anche i fratelli e le sorelle non cattolici e non cristiani ad associarsi a questa iniziativa nelle modalità che riterranno più opportune, ma tutti insieme. Il nostro Padre Celeste ascolta sempre i suoi figli che gridano a Lui nel dolore e nell'angoscia, risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Rivolgo un accorato appello perché anche noi ascoltiamo questo grido e ciascuno nella propria coscienza davanti a Dio ci domandiamo: che cosa posso fare io per la pace? Une réaction, Boniface Bizavuli. On a un peu le sentiment qu'il y a le pape qui a fait différents appels ces derniers mois, depuis fin novembre, avec cette journée maintenant qui prend une stature même au-delà du monde de l'Église, puisqu'il fait un appel à toutes les confessions à s'unir à cette journée de prière et de jeûne. On a un peu le sentiment que le pape prêche un peu tout seul dans le désert, au-delà des Congolais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et ça, c'est terrible. S'il n'y a que le pape qui intervient dans une situation comme celle-là, une situation dramatique comme celle-là, c'est terrible. Est-ce que c'est la réalité ? Est-ce que c'est votre Bon, il y a d'autres acteurs qui opèrent, mais de façon assez timide. Il y a l'Union européenne qui a adopté un certain nombre de mesures, de sanctions contre certains dignitaires du régime. Il y a le gouvernement américain qui a aussi pris des sanctions contre certains individus qui bloquent le processus électoral. Il y a aussi l'ONU qui a pris quelques mesures, qui a notamment inscrit un des généraux qui est impliqué dans les massacres de Beni. Ça, on va peut-être y arriver. Ça vous semble suffisant ? Vous dites c'est timide. Alors, ce sont des mesures qui sont
Bon, c'est vrai, ces mesures inquiètent les individus qui sont quand même, qui figurent quand même sur ces listes de sanctions. Ce n'est pas rien pour les individus. Mais pour le régime lui-même, il n'y en a que faire parce qu'il peut remplacer des milliers d'individus. On peut en sanctionner 10, il les remplace par 10 autres. Pourquoi est-ce que la communauté internationale, la mobilisation au niveau mondial est si réduite selon vous? Il y a un tabou autour du Congo. C'est le tabou sur ses richesses. Le Congo, c'est un pays qui est au cœur pratiquement de l'économie mondiale. Si vous prenez votre montre, vous prenez votre téléphone portable, vous trouvez des morceaux, des métaux qui viennent du Congo. Et donc, si vous imaginez l'ensemble des multinationales qui sont alimentées par les ressources qui sont pillées au Congo et dont les populations ne profitent pas, vous pouvez comprendre un certain silence, une certaine peur, un certain tabou qui s'installe dans la communauté internationale parce que personne ne veut perdre son marché dans cette situation d'économie un peu noire, mais très, 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 très lucrative. Ça, c'est, je crois, la principale explication. Il y a une sorte d'omerta sur les questions liées au Congo parce qu'il s'est développé depuis maintenant 2 décennies une économie mafieuse sur les richesses du Congo. Et cette économie mafieuse alimente énormément de lobbies à travers le monde et les Congolais se retrouvent pratiquement seuls pendant que tout le monde se met d'accord pour que le système de prédation perdure. Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on se dit, d'accord, il y a peut-être des intérêts économiques, des entreprises multinationales, mais il y a aussi la population, les simples citoyens à travers le monde qui pourraient aussi se mobiliser davantage. Justement, c'est pour cela que je vous remercie, par exemple, de me donner de temps en temps la parole. Il faut que cette voix des Congolais puisse être entendue. Il faut que cette lutte qu'ils sont en train de mener puisse être relayée le plus possible. Il faut que, par exemple, au niveau des églises, qu'il y ait une solidarité qui s'exprime ouvertement vis-à-vis du clergé catholique congolais qui est en train de subir des attaques et ne peut même pas se défendre. Vous trouvez que l'Église ne fait pas assez aujourd'hui à travers le monde? En tout cas, le pape, lui, se mobilise et le nonce apostolique de Kinshasa, c'est un homme très actif qui se déplace. Il s'est déplacé à Béni, il s'est déplacé dans le Kasaï. Il est vraiment très engagé et il a rapidement soutenu ce mouvement déclenché par le comité laïque de coordination de mobilisation des populations pour réclamer le départ du président Kabila et l'organisation des élections dans des conditions apaisées. Et donc, cette mobilisation-là est réelle. C'est peut-être la seule que les Congolais ont, vraiment. Mais il faut que les autres puissances se joignent à la lutte parce que finalement, il faut que le Congo soit pacifié. Un Congo pacifié sera toujours plus profitable aux économies même des grandes puissances qu'un pays laissé comme ça dans le chaos. Vous attendez plus notamment de l'Église ici en France ou en Belgique, peut-être aussi avec les liens historiques? De tout le monde en tout cas, de tout le monde, y compris de l'Église de France. Oui. Avec une parole forte? Une parole forte, un engagement fort, un soutien exprimé clairement. En tout cas, l'appel du pape encourage les évêques congolais à poursuivre leur engagement. On écoute le père Donatien Ncholet, porte-parole de l'épiscopat de RDC, interviewé par téléphone par Gabriel Kéry. Le pape se montre toujours attentif à la situation du pays. Cette prière qui est programmée le 23 pour nous, c'est vraiment un réconfort moral. Cela me confirme que le pape est avec l'église du Congo, avec le peuple de Dieu qui est au Congo. Ça nous encourage à aller de l'avant dans la voie de la recherche de solutions pour le bien-être du peuple congolais. L'Assemblée plénière des évêques est convoquée pour une session extraordinaire pour le 15, le 16 et le 17, compte tenu de la situation critique que nous sommes en train de traverser. Le président Laferenko a estimé nécessaire que
tous les évêques se retrouvent ensemble. Et la mobilisation des chrétiens dans le monde, elle est aussi encouragée par Léonie Candolo, porte-parole du comité laïque de coordination à l'origine des marches du 31 décembre et du 21 janvier en RDC. Pour des raisons de sécurité, Léonie Candolo se trouve actuellement dans un lieu tenu secret. Olivier de Carenfleck a pu la joindre par téléphone. Bien sûr, nous attendons une forme de solidarité des chrétiens parce que quand il y a des chrétiens qui sont martyrisés ou qui subissent des atrocités dans le monde, le peuple chrétien se lève parce qu'il est un. Nous avons déjà reçu des messages de solidarité d'autres communautés chrétiennes, hein, nous en avons déjà reçu, mais nous pensons qu'il est temps que les gens se réveillent, que les chrétiens se réveillent à travers le monde et s'unissent pour que nous vivions dans un monde quand même où la charité et l'amour aient quand même encore leur place. Le monde ne peut pas évoluer sans foi et sans justice. Et je crois que parfois on a tendance à l'oublier, surtout dans certains pays où les lois ne sont pas respectées, où les dictatures se mettent en place. En tout cas, dans le reste du pays, eh bien, ces crises qui se jouent depuis de nombreuses années, elles se poursuivent. On pense à l'est du Congo, le nord et le sud Kivu. On pense également au centre, dans le Kasaï. Est-ce que ce qui se joue en ce moment à Kinshasa a des effets sur ces crises-là qui existent déjà, qui sont préexistantes? Oui, tout à fait. Il y a des crises qui ont existé avant les événements actuels à Kinshasa, mais qui étaient gérées, qui étaient dans le cadre d'un processus de pacification du pays. Ce processus de pacification se déroulait plus ou moins bien. Mais un processus de pacification doit être couplé avec une gouvernance responsable du pays. À partir du moment où le pays est entre les mains des gens qui ont perdu complètement leur légitimité. Le président a terminé son mandat en décembre 2016 et il est toujours là, sans aucune légitimité populaire. Les députés ont terminé leur mandat en février 2017 et ils sont toujours là, sans aucune légitimité. Les sénateurs, eux, ont terminé leur mandat en février 2012, toute une éternité. Et ils sont toujours là. Donc ça a un effet, ça attise le ces pays crises. tout entier est gouverné par des gens en qui la population ne se reconnaît pas. Et donc chacun essaie de contester ce régime de sa façon. Et une partie des groupes armés s'inscrivent dans ce mécontentement généralisé qui consiste à rejeter le pouvoir par les moyens que chacun décide d'employer. Et s'il y a aussi une attaque de casques bleus tanzaniens dans le nord Kivu qui a fait 14 morts, pourquoi des casques bleus étaient-ils visés? Alors la situation de Béni est une situation particulière, j'ai même publié un livre là-dessus. C'est une situation où même l'ONU a fini par le dire ouvertement, le pouvoir instrumentalise les violences pour, d'un côté, faire croire à la communauté internationale qu'il y aurait un islamisme rampant dans l'est du Congo, et donc attirer la sympathie de grandes puissances qui réagissent au quart de tour chaque fois qu'ils entendent parler d'islamisme. Et donc, ce sont des violences qui sont tout à fait créées de façon artificielle. Et d'autre part, il y a une dimension de la géopolitique de la région, les transferts de population notamment. Tout ça, j'explique dans mon livre. Et donc, c'est une situation qui est tout à fait créée de façon volontaire. Elle ne s'inscrit pas tellement dans la contestation du régime, mais il s'agit d'une sorte de violence orchestrée intentionnellement. Pour détourner l'attention. Pour détourner l'attention, pour attirer la sympathie de la communauté internationale, et puis pour disposer d'une masse d'éléments violents qu'on peut projeter, par exemple, dans d'autres régions, après les avoir accoutumés à tuer des civils. Ce qui se passe à Béni, c'est une sorte de laboratoire, en fait. Ah oui. Une sorte de nid des tueurs qu'on entretient sur place. On les entraîne et on peut éventuellement les déplacer. On peut les projeter à Kinshasa, on peut les projeter dans le Kasaï pour aller commettre des atrocités dans le cadre de la répression. Pour terminer, rapidement, le pouvoir a annoncé que les élections présidentielles auraient lieu le 23 décembre 2018. Ça vous semble réaliste ? Ces élections ont été annoncées sous la pression notamment de Niki Halé,
l'envoyé spécial du président Donald Trump qui l'avait envoyé spécialement au Congo pour ça. Vous y croyez à cette date-là? Mais la Commission nationale électorale a elle-même affirmé qu'elle est confrontée à des contraintes, notamment des contraintes budgétaires. Et donc, on annonce une date, mais on dit tout de suite que derrière, qu'on n'a pas les moyens de tenir les engagements. Donc, il y a deux possibilités. Soit ces élections sont organisées, mais dans des conditions absolument chaotiques. Et donc, il y a une crise de légitimité plus grave que celle qui secoue le pays actuellement. Soit ces élections ne sont pas tout simplement tenues parce que le financement n'est pas assuré. Selon vous, pour l'instant, les deux options pour l'instant, valent. les conditions de la tenue de ces élections ne sont absolument pas réunies. La première condition, d'abord, c'est que le président Kabila, enfin le président hors mandat Kabila, puisse dire clairement qu'il n'est plus candidat. Or, ça, il refuse de répondre à la question. Lorsqu'il a tenu sa conférence de presse dernièrement à Kinshasa, on lui a posé la question. Plusieurs fois, il a tout simplement refusé de répondre. Et ça veut tout dire. Sortie de crise, donc qui semble un horizon pas tout à fait proche, là. Ah non, il y a en tout cas l'avenir est à l'affrontement, à la confrontation. Les gens vont continuer à manifester, la répression va suivre et au final, il va y avoir une inversion des rapports de force. C'est ça qui va régler le problème au Congo. Sauf si des mesures spécifiques sont prises, ciblant notamment les présidents et ses fidèles et les plus proches, de façon vraiment coercitive. Parce que c'est là que se trouve le problème. Affaire à suivre donc, évidemment, sur notre antenne. Merci beaucoup, Boniface Musavuli, pour votre décryptage sur cette crise qui secoue la RDC. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site et nos réseaux sociaux. On se retrouve mercredi prochain. Très bonne semaine à tous.